Rôlistes, wargamers, collectionneurs et artistes, je vous souhaite à tous la bienvenue dans ma faille temporelle. Ici, nous allons parler de figurines plutôt old school, de toutes les gammes et de toutes les époques. Nous allons également parler de techniques de conversion, de sculpture, de peinture et de la création de décors et de tables de jeu. Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment constituer une petite troupe de morts-vivants pour animer des parties lors de jeux de rôle et de jeux de plateau. 3 conversions simples, la présentation d'une relique, ainsi qu'un court tuto de sculpture pour créer un visage trollesque sur un bouclier. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on va commencer, ça se passe derrière sur mon établi. Je vais vous montrer comment réaliser rapidement ce type de visage trollesque en green stuff. Étape 1, la découpe d'un gabarit dans de la carte plastique, ici recyclée. C'est une barquette alimentaire, matériau très utile qui finit habituellement à la poubelle. Découpée selon la taille souhaitée. Je ne souhaite pas quelque chose de régulier, du coup je vais taillader les bords pour une pièce plus grossière. Une fois cela fait, pour pouvoir travailler dessus, je la maintiens à la pâte à fixe sur un bouchon de liège. Étape 2, la base de la sculpture. Préparer son mélange de green stuff. Je vais ensuite étaler la résine sur toute la surface de la carte plastique en commençant à la texturer. Ici avec des outils provenant de chez Green Stuff World. Je pose ensuite les yeux du visage. Je me sers encore une fois de matos provenant de chez eux, je vous mets des liens en description de la vidéo. Je choisis des yeux asymétriques pour un rendu encore plus grotesque et je les place au premier tiers du futur bouclier. Alors vous pouvez bien sûr vous servir de green stuff pour constituer les yeux du visage, mais par contre veillez à le faire au préalable et qu'il soit bien sec, sinon à manipuler c'est une vraie galère. Deux petites alternatives, c'est les petites billes qu'on trouve dans les cartouches d'encre, mais on écrit quand même encore très rarement au stylo encre de nos jours, ou alors les petites concrétions calcaires qu'on trouve dans les carafes d'eau filtrante genre Brita. À récupérer c'est plutôt intéressant. La meilleure solution et la moins galère, une fois que vous avez constitué votre mélange et que vous avez bidouillé, il reste toujours un petit peu de green stuff. Au lieu de le laisser sécher et de le jeter, formez-le en petites billes, en boules, voire même en tentacules. Vous verrez, ça sera toujours utile pour de futures sculptures. Étape 3, les paupières. Je forme 4 petits boudins et je viens les appliquer au-dessus et au-dessous des yeux. Je vais ensuite avec un pinceau en silicone fondre ces boudins à la base texturée. N'oubliez pas d'humidifier légèrement vos outils et vos doigts régulièrement pour qu'ils ne collent pas à la résine. Étape 4, le nez. Un nouveau boudin, cette fois-ci plus épais que ceux des paupières. Vous pouvez déjà le déformer un peu pour créer un nez cabossé. Je le pose entre les yeux, le haut du boudin au milieu et c'est cette partie que je vais fondre à la base texturée. Veillez également à joindre les paupières inférieures à l'arête du nez, on commence à deviner les traits d'une sale bête. Étape 5, arcade sourcilière et front plissé. Je forme un long boudin et je le place au-dessus des yeux. S'il est plus long que le bouclier, pas de problème. Suivez la forme des yeux et fondez toute la bordure extérieure sur la base.
À force de manipulation, la sculpture bouge toujours un petit peu. Corrigez de temps à autre à votre convenance pour obtenir les traits que vous désirez. Étape 6, les narines. Je forme 2 boules de green stuff. Pour ma part, ce sera toujours de calibres différents pour accentuer la difformité. Je les place de part et d'autre de l'arête du nez, directement sous les yeux. Avec mon pinceau, je viens marquer fortement le trou des narines. Je vais ensuite fondre les trous ainsi formés à la base du nez en étirant la résine verte. J'en profite aussi pour marquer le creux qui se trouve entre le nez et la lèvre supérieure. Étape 7, la lèvre inférieure. J'ai besoin d'un autre boudin, approximativement de la même longueur que le diamètre du bouclier. Je le déforme un petit peu pour créer du mouvement et je recourbe les 2 extrémités. Il faut ensuite l'appliquer sur le bas du bouclier et le fond. Vous commencez à connaître la musique, toujours sur la bordure extérieure. Je viens marquer également le creux des volutes de la lèvre, toujours retoucher au passage ça et là si la sculpture bouge. Étape 8, les crocs. Pour ce faire, je vais simplement utiliser des cure-dents. Je les retaille grossièrement pour qu'ils perdent cette finition conique. Une fois les extrémités découpées, je les place avec minutie sur la lèvre, en démarrant au creux des volutes. Vous pouvez répéter ce processus autant de fois que vous voulez que votre monstre ait de crocs. Ici, 4 suffiront. Étape 9, finition. Je viens adoucir par endroits, lisser certaines parties entre elles, retexturer un peu. Le visage trop lisse est clairement en place. Alors à partir de ce moment-là, c'est clairement du peaufinage. Une verrue par-ci, une ride par-là. Amusez-vous, mais veillez à pas trop en rajouter pour ne pas nuire à la lisibilité de la création à la fin. C'est quand même une petite échelle. Avec un outil très fin, je vais texturer la couche de base de la résine et apporter une finition à la lèvre en la marquant légèrement de manière régulière. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il sèche. Alors on laisse les boucliers de côté pendant que la résine durcisse et pendant ce temps-là, on va aller assembler du squelette et du zombie. En rangeant mes rabios m'est venue une idée. Ce corps vient d'un Poxwalker. Figurine 40K très récente mais sans détails technologiques. Un bras et une tête, 2 zombies en feront une figurine originale qui s'inclura parfaitement dans une troupe médiévale.
Nouvelle recrue mort-vivante, une nouvelle fois constituée simplement d'un mix de rabios squelettiques et zombies, la tête de celui-ci provenant d'un garde électrique. Voici un autre mort-vivant constitué d'éléments squelettiques, d'un bras de zombie et de la tête du conducteur de la charrette macabre, collé directement sur un caillou. Je vais lui créer un haillon qui le recouvre partiellement. Premièrement, reformer grossièrement la forme du crâne qui est biseauté sur cette tête. Je plaque solidement une petite boule de green stuff contre la figurine avec mon pinceau gomme. Ouais, le pinceau gomme, c'est le nom le plus courant qu'on donne au pinceau silicone. Plus facile à dire aussi. Ensuite, j'étire de manière plus ou moins contrôlée une boule de green stuff. Je veux vraiment l'aspect d'un haillon très fin, troué et élimé. Je vais ensuite l'appliquer sur la figurine en démarrant au sommet du crâne pour ainsi façonner la capuche. Je plaque ensuite ce haillon de résine verte au pinceau gomme en dessinant les formes du voilage selon les courbes de la figurine. Je viens déchirer un peu plus le voile pour faire apparaître les côtes. Avec le bout de ciseau humidifié, je viens tailler légèrement la bordure de la cape que j'étire ensuite à la pince à épiler. On arrive à ce résultat. Une fois satisfait de votre haillon, stabilisez la figurine pour que le voile sèche dans les formes voulues. Et voici les 3 figurines qui accompagneront une Banshee. Je vais m'occuper de fixer les boucliers directement. Je viens de coller les boucliers à la glu sur les figurines. Pour plus de réalisme, je vais réaliser 2 types de lanières toutes simples. C'est parti pour le mélange. Je commence par former un petit boudin. Et je l'aplatis légèrement en son centre pour créer une rainure sur un support humide. Je taille une des extrémités et je viens l'appliquer sur un des bords intérieurs du bouclier. Je viens ensuite marquer au pinceau gomme. Même tarif de l'autre côté de cette lanière, en venant la couper délicatement directement sur la figurine à la bonne dimension. Pour le deuxième, je forme un long filament bien fin, replié en deux sur lui-même et torsadé. Je l'applique de part et d'autre du bouclier en passant sur la figurine, comme s'il le portait en bandoulière. En même temps, sinon avec son tentacule gluant là, je ne vois pas comment il aurait tenu.
Je le repositionne comme souhaité au pinceau gomme, puis comme précédemment, je viens marquer fortement un point avec le bout du pinceau. Ce bouclier étant plus grand et pouvant se permettre plus de détails, je conserve les extrémités que je recourbe. Pour terminer, 2 petits morceaux de cure-dent viennent faire office de rille. Sortie pour la V6 de Warhammer en 1999, cette Banshee, sculptée par Mike Perry, m'a donné du fil à retordre pour retrouver son créateur. Véritable jeu d'enquête m'ayant conduit à discuter avec Mike en personne. Né en 1961, les frères Perry, Michael et Alan furent concepteurs pour Games Workshop de 1978 à 2014. Ils furent parmi les plus prolifiques et renommés du hobby. Nous devons à Mike des figurines mythiques telles que le Chevalier Sinople, ou encore Gimli fumant la pipe, sa hache plantée dans la tête d'un Uruk-hai. Il était déjà mort. Il bougeait encore. Il bougeait encore parce que ma hache s'était enfoncée dans son système nerveux. La liste serait bien trop longue, mais il y a fort à parier que presque tous les hobbyistes ont eu un pitou des frères Perry dans les mains un jour. Les Perry Twins, comme on les appelle, se consacrent exclusivement désormais aux figurines historiques. Je vous mets des liens vers leurs réseaux sociaux et sites en commentaire de la vidéo. 2 anecdotes. En 1996, lors d'une reconstitution de bataille historique, Mike subit une grave blessure au bras droit lors d'un chargement de canon ayant mal tourné. Il perdit son avant-bras. Mais il continue de sculpter et peindre avec une prothèse. Amis de John O et Peter Jackson, vous saviez qu'ils avaient fait une apparition en Rohirrim lors de la bataille des champs de Pelennor dans le Retour du Roi. Si ça, c'est pas la classe. Ouais, rien que ça. Joli CV les frangins. Allez, dernière étape avant la couleur, le soclage. J'aime bien socler mes figurines avant de les peindre. La cohérence entre le socle et la figurine est d'autant plus pertinente. Ça permet de mieux inclure le pitou dans son environnement. Et cela est plus réaliste lorsque le décor du socle est conçu sur mesure pour la figurine qu'il va accueillir. Petite astuce, n'appliquez pas seulement du sable de modélisme acheté dans le commerce. Les grains sont trop réguliers et ça rend des socles tout uniformes sans relief. Mélangez-y avec du sable fin, du sable de chantier plus irrégulier, des petits gravillons ou toute autre matière similaire qui, assemblée, reproduisent un effet de sol plus naturel. Posez ce mélange à la colle PVA. La colle à bois prise rapide marche aussi très bien et elle est souvent moins chère. Vous aurez une bonne amplitude avant le séchage complet pour retravailler la texture du socle au cure-dent, inclure de petits éléments style crâne, branchage ou autre. Je vais me servir personnellement de ce vieux bouclier en plastique pour décorer le socle de ma Banshee. Alors de vieux éléments en plastique, même peints à la truelle, seront toujours utiles pour faire de la décoration de socle. Une flèche plantée dessus pour parachever le tout, je me sers d'un petit caillou pour lui donner l'inclinaison voulue et je fixe l'ensemble généreusement à la glu. Les socles sont secs. Je reviens toujours, par petites touches, en remettre une couche. Toujours pour cette volonté de socle réaliste et irrégulier. Ça me permet aussi de rajouter quelques gravillons pour rajouter de la texture et j'en profite pour bien lier le bouclier du socle de la Banshee au sablage, pour donner l'impression que le bouclier est enterré ici depuis belle lurette. Maintenant que les figurines sont montées et soclées, on va pouvoir s'attaquer à la mise en couleur. On va commencer par la sous-couche. Pour ces figurines, je vais opter pour un rendu sombre et sale, sauf pour la Banshee qui sera un peu plus luminescente. Je pars donc sur une sous-couche noire à la bombe pour tout le monde. Ensuite, j'utilise la technique du pré-ombrage, toujours à la bombe. J'imagine une lumière zénithale qui percute la figurine avec un angle d'environ 45 degrés par rapport au socle, et quelques petites pressions de bombe de peinture blanche sur le devant et l'arrière de la figurine
viennent calmement dessiner la plupart des reliefs de la sculpture. J'aime beaucoup ce rendu un peu crade, presque granuleux. Pour moi, c'est l'idéal pour partir sur une figurine sombre, même en utilisant des teintes claires par la suite. Les couches de peinture de base seront à l'application déjà naturellement nuancées selon les reliefs de la figurine. Alors voici la liste des peintures dont je vais me servir. Je les citerai à chaque utilisation. Je vous laisse mettre pause si vous voulez regarder plus en détail. Je commence par peindre ce qui prend le plus de place sur la Banshee, sa robe, comme base du Ultuan Grey, que je dépose généreusement sur la palette humide avec un pinceau pour les couches de base de chez Games Workshop. Ne pas hésiter à rediluer un peu la peinture au besoin, mais pas trop non plus. Je cherche à obtenir une belle première couche homogène bien chargée en pigments. On colore la partie basse et tous les jupons. Petite recharge sur la palette et je prends un pinceau plus fin pour peindre de la même couleur la partie supérieure de la robe qui remonte en col bustier. En deuxième palette, j'utilise généralement l'ongle de mon pouce, souvent pour décharger un léger surplus de peinture ou pour affiner la pointe du pinceau. Pour peindre le jupon, j'utilise de l'Ice Blue. Je le dépose volontairement juste à côté de la précédente couleur et je vais les fondre ensemble sur la palette humide. Je me crée un petit camailleux pour piocher dans la couleur qui me parlera le plus. J'accorde en même temps les jupons d'en dessous. Je rince mon pinceau, je retire le surplus d'eau et je vais diluer ce bleu pâle pour le fondre avec le bas de la robe. Ça agit comme un prêt-la-vie pour accentuer l'effet élimé du tissu et marquer tout de suite les premières déchirures. Je reprends de l'Ice Blue pur pour l'appliquer sur le corset de la Banshee. J'y vais au pinceau de base, soyons fous mais prudents. Qu'importe la taille du réservoir tant que la pointe est fine. Je viens étirer délicatement la peinture sur le début des bords de son tutu pour fondre les deux ensemble. Puis, avec le pinceau rincé et déchargé de son eau, je l'étire encore plus délicatement jusqu'au bord. Pour la peau, je pars sur du Deepkin Flesh, appliqué au pinceau fin. Je décide ensuite d'utiliser du Nighttone Gloom que je dépose sur la palette pour commencer à assombrir la robe. On y va généreusement mais en étalant bien la peinture et assez rapidement.
Ouais, les techniques de chez Citadel ont tendance à vite sécher, je trouve. C'est chiant, ça crée des petites auréoles. Pendant qu'il sèche, un peu de Nuln Oil. Alors, parenthèse. Nuln Oil, c'est super dur à dire. Donc maintenant, on va juste dire du oil. Voilà. Donc un peu de Nuln Oil que je viens mélanger au gloom sur ma palette. Je vais appliquer ce mélange sur les jupons d'en dessous et sur toutes les parties basses de la robe. Je dépose également ce mélange dans les plis les plus prononcés et dans les zones sombres, comme sous le bras et sous le tutu. J'utilise ensuite du contraste Griff Charger Grey et, avec un pinceau fin, j'assombris le tutu et la partie corsée de la tenue. Je ressors l'Ice Blue pour peindre tous les voilages qui s'enroulent autour des bras de la Banshee. Une fois cela fait, je ressors ce bon vieux Lavis Azure Main Blue et je vais appliquer une première teinte ombre sur la chair. Premier passage généreux pour bien assombrir la teinte livide. Je débute par le visage et le décolleté pour terminer par les mains et les bras. Je continue les ombrages avec cette fois du contraste Leviathan Blue appliqué sur la palette humide, toujours au pinceau fin. Ceci pour reteinter en fonçant fortement les voilages précédemment en Ice Blue. Pendant que cette partie sèche, je reprends de l'Ultuan Grey, déposé sur la palette, mais sans le diluer. Un petit contrôle de la consistance sur l'ongle du pouce et je vais, point par point, l'appliquer délicatement sur les rebords du tutu pour simuler une dentelle. Je vais ensuite marquer toute la bordure du tutu désormais en dentelle en prenant soin de ne pas aller dans les creux. Toujours avec la même couleur et le même pinceau, je repasse sur la robe principale. Ici, le but du jeu est de marquer les arêtes et de faire ressortir toutes les petites déchirures.
Trop opaque à mon goût, je vais étirer un peu la peinture sur la palette en la diluant un petit peu. Je ne cherche pas vraiment à être précis, je veux texturer le tissu. Par endroits, je vais y aller en tapotant. À d'autres, je vais suivre de manière plus intuitive les reliefs de la sculpture, toujours en prenant bien soin de ne pas aller dans les creux. Pensez toujours à avoir à proximité une pince à épiler pour retirer poussière et poils collés sur la figurine. Je n'oublie pas non plus tous les jupons sous la robe. Venir marquer juste les rebords. Je vais éclaircir la partie extérieure du col du corset et marquer d'un liseré le rebord. Je vais maintenant fondre cet éclaircissement avec le contraste Griff Charger Grey pendant qu'il est encore un peu frais sur la figurine. Je le dépose sur ma palette et je le mélange au Ultuan Grey resté lui aussi frais, la magie de la palette humide. Je cherche à obtenir une teinte intermédiaire entre les deux pour nuancer la robe. On obtient souvent des résultats intéressants en mélangeant une couleur de base à une contraste, en couleur et en texture. Pareil, on dilue très souvent nos peintures pour qu'elles soient plus fluides et un petit peu transparentes. Essayez de diluer avec des lavis au lieu de prendre l'eau, voire l'eau sale de votre gobelet de rinçage. Ça pourra toujours faire des résultats cool. Une fois satisfait de mon mélange, il va me servir à atténuer le contraste sur la robe. Autour du jupon intérieur d'être éclairci. Pour ce faire, je vais me servir des peintures déjà sur ma palette, de l'Ice Blue et de l'Ultuan Grey. Les mélanger et créer une teinte à mi-chemin entre les deux pour l'appliquer sur les reliefs de la sculpture. On arrive à ce résultat-là. Pour la chevelure de la Banshee, du Fortress Grey, dilué sur la palette, appliqué au pinceau de base sur la tignasse dressée. Pas de manière uniforme pour créer plus de nuances. Je peins des mèches plus ou moins épaisses par-ci, par-là. J'évite volontairement les creux les plus profonds et la base de la chevelure au niveau de sa nuque pour conserver une partie du pré-ombrage zénital réalisé à l'étape de la sous-couche. Reprise de l'oil que j'applique sur les foulards. Entre les plis du tutu. Sur toute la chevelure généreusement et idem sous la figurine. Sur ma palette, je mélange ensuite du oil et de l'Ice Blue. J'applique ce mélange sur le jupon, mais seulement dans les creux de la sculpture. Je marque aussi en oil les plis de la robe en accentuant sur le bas pour faire la liaison entre les jupons et quelques retouches sur la chevelure. Quelques petites notes pour assombrir les orbites, la fosse nasale, la bouche, le creux des joues, les oreilles et le décolleté de la Banshee.
Une fois tous ces lavis secs, j'utilise du Technical Night on Gloom dilué à environ 50% sur la palette pour reteinter les reliefs de la robe. Je ravive ensuite mon mélange d'Ice Blue et d'Ultuan Grey sur la palette humide pour éclaircir encore avec de l'Ultuan. Mélangez fortement, dilué pour une belle transparence que je vérifie sur mon ongle. J'applique le mélange sur le jupon pour encore plus de relief. Je marque aussi les déchirures et le froissage du tissu. De la même manière, j'éclaircis le corset en insistant sur les rebords et les arêtes. Je dessine également un liseré entre le corset et le tutu. Pour surligner les rebords du foulard qui s'enroule autour de ses bras, je prends une teinte de base similaire au contraste Leviathan Blue, ici du Necron Abyss, que je dépose sur la palette proche de mon mélange bleu clair précédent. Je les lie en composant un dégradé. Il s'agit maintenant d'être précis pour ne surligner que les arêtes. Alors cet exercice est beaucoup plus facile avec la tranche des poils du réservoir du pinceau plutôt qu'avec sa pointe. Je ravive ensuite l'Ultuan Grey sur ma palette pour commencer à éclaircir la chair. Je commence par le visage, en me concentrant sur les points qui sont censés être frappés par la lumière. Le menton, la lèvre supérieure, l'arête du nez, l'arcade sourcilière, les pommettes, le dessus des oreilles et les maxillaires. Pareil pour les bras, les mains et la poitrine. Je me resserre des mélanges sur ma palette pour créer une teinte qui me servira à pousser encore plus l'éclaircissement des foulards. Je me concentre vraiment sur le liseré extérieur pour créer du mouvement. Une fois cela fait, je vais prendre la première peinture métallique de ce tuto, du bon vieux chainmail, pour mettre en valeur les bijoux de la Banshee. Bah ouais, c'est pas parce qu'on est morte qu'on n'a pas le droit d'être coquette. Avec un pinceau très fin, on va délicatement peindre tout ce qui est bling bling. J'en profite également pour mettre une couche sur le cerclage du bouclier sur le socle. Avec une pointe d'Ultuan Grey, il est l'heure de marquer l'œil de la figurine. Concentration absolue. C'est toujours une étape un peu touchy, ce genre de mini détail. Prenez une position confortable, figurine bien maintenue et appuyez vos poignets l'un contre l'autre. Enfin, arrêtez de respirer.
croyez-moi, à cette échelle, vous sentez votre cœur, votre pouls au bout du pinceau. Être en amené 2-3 secondes pour les détails, c'est vital. Je veux ensuite surligner les déchirures de la robe et du jupon avec la même teinte. Je prends ensuite du Skull White et je me munis d'un chiffon et d'un pinceau de brossage pour détail. Je vais faire un brossage à sec. J'enlève donc le plus gros de la peinture en essuyant le pinceau pour qu'il ne reste que peu de pigments sur les poils. Une bonne manière de vérifier si le pinceau est suffisamment déchargé, c'est d'utiliser une nouvelle fois votre pouce. Brossez-le doucement avec le pinceau, seule votre empreinte digitale doit apparaître. J'agis de la même manière sur la chevelure de la Banshee. N'hésitez pas à recharger le pinceau en répétant le processus. Essuyage, test sur le pouce avant l'application sur la figurine. Le brossage à sec utilise pas mal de peinture, mais il s'apprête à merveille pour toutes les surfaces très texturées. Les cheveux, le pelage, les côtes de mailles. Veillez toujours à brosser contre le sens de la sculpture. Ici, donc, perpendiculairement aux cheveux dressés. Je brosse également de la même manière le bas de la robe et du jupon, ainsi que les plis les plus prononcés très légèrement. Une fois les brossages terminés, un peu de lavis Azurman Blue pour nuancer les bijoux. On commence vraiment à être pas mal. Une fois le lavis bleu sec, je rehausse légèrement le bracelet et le pendentif avec du chainmail. Et voici la Banshee terminée. La Banshee terminée, je vais m'occuper de ces deux squelettes. Une bonne couche de base de Bleached Bone sur tous les os pour commencer. Je le dilue légèrement pour que la peinture soit plus fluide, mais reste encore bien opaque. En premier, celui avec la lance. Pas besoin d'être très précis, je recouvre aussi les quelques parties charnues et nécrosées. Alors pour une couche de base claire comme celle-ci sur une sous-couche sombre, préférez toujours 2 couches fines plutôt qu'à une épaisse qui va masquer les détails les plus fins. Pendant qu'il sèche, son collègue avec son casque nordique va avoir droit au même traitement. Os et chair basés à la même couleur. Voilà pour la couche de base. Je vais faire exactement la même chose hors cam et je reviens quand c'est sec. Pour continuer, premier ombrage, avec du contraste Skeleton Horde. Un passage généreux sur tout ce qu'on vient de peindre.
C'est toujours plaisant l'étape d'un avis sur une couche de base claire, voir les détails qui prennent vie. Quelques nuances, avec du Fortress Grey. Je vais passer une première teinte sur ce haillon. Pendant qu'elle sèche, je me sers de la même couleur sur le squelette, armé d'une hache et du bouclier précédemment sculpté. Un passage sur le pantalon. Une fois cela fait, je passe une couche de Snakebit Leather sur les parties en bois des deux pitous. J'adore cette couleur. Je trouve que c'est un marron parfait. Un peu chaud. Ah! Parfait. Le manche de la lance et celui de la hache. Pour enchaîner et rester sur les marrons, avec du Graveyard Earth. Je vais m'attaquer à tout ce que je pense être du cuir. Les souliers de celui-ci et la bandoulière du bouclier. Avec du Rotting Flesh légèrement dilué sur la palette humide, je vais re-éclaircir les parties charnues des figurines ayant reçu le traitement pour les os. Ici sur l'avant-bras du squelette avec la cape et sa main, en me focalisant sur les articulations des phalanges et les tendons. Je passe ensuite au visage, en évitant toujours soigneusement les zones les plus sombres, pour finir avec le torse. Je viens tapoter avec la pointe du pinceau pour avoir une couche plus nuancée sur la bedaine et sur les pecs. Pour terminer, le peu de chair qu'il reste sur son épaule, et on arrive à ce résultat. Sur son collègue, je vais passer une première couche de la même couleur sur l'écharpe sans oublier le tissu qui pend dans son dos. Je vais agir comme sur le précédent sur la chair de ce mort-vivant, le bras portant le bouclier et ses doigts. Ensuite, avec un pinceau de base, je prends un peu de blanc que je vais mélanger à du Fortress Grey sur la palette. Et je vais faire un brossage frais, l'inverse d'un brossage à sec, on ne décharge quasiment pas. Avec de petits gestes rapides, je viens brosser sur ma figurine en évitant le plus possible les zones dans l'ombre. Je me concentre sur les rebords et les déchirures. Je tapote aussi les zones les moins texturées mais exposées à la lumière, comme la capuche. On profite que le mélange soit encore nickel pour réaliser la même chose sur le pantalon de l'autre squelette. Avec du Dark Angel Green, je vais appliquer la première teinte au squelette avec le casque. Je reprends son collègue, avec la même couleur, je vais créer une teinte intermédiaire au mélange de Fortress Grey éclairci sur ma palette pour peindre la lanière sous le fer de la lance. Alors, pour ça clair, je fais ça pour pas gâcher la peinture que j'ai déjà sur ma palette. On peut se le permettre quand on peint des
figurine unique ou des petites troupes comme ça, ce sera du one shot et on n'aura pas le stress de recréer une teinte unique pour peindre un régiment voire une armée. Pour gâcher ma peinture et mes mélanges le moins possible, la même teinte va être appliquée sur cette petite pièce de textile et je vais également m'en servir de couche de base pour le visage du bouclier. Une fois ces couches sèches, je me munis d'un ancien lavis, de l'Ogreen Flèche, pour nuancer le Rotting Flèche précédemment appliqué sur les parties encore charnues des deux filles. Avec du contraste dark haute flèche posé sur la palette pour le rendre un peu plus fluide, je vais accentuer les ombrages sur les mêmes parties, étant plus généreux dans les creux et tapotant les surfaces les plus planes. Ensuite, je prends du lavis Qualia Green Shade et je passe une première couche sur les bandages de la lance et un gros passage généreux sur toute la cape de ce squelette. Puis sur le pantalon de l'autre. Deuxième passage de Rotting Flèche sur la cape du squelette casqué pour obtenir une base plus franche et uniforme. Je me sers de la peinture fraîche que je viens de déposer sur la palette, je l'étire en la diluant pour venir raviver la teinte chair pourrie en tapotant du bout du pinceau. Même tarif pour le squelette en haillons, plus délicatement sur son visage. Je dépose également de cette même teinte diluée dans les orbites. Quelques petites notes également sur le bras, l'épaule, la main et la panse. Je me saisis ensuite de l'oil pour assombrir les creux les plus profonds de la cape. Même étape sur le pantalon de son pote. Une fois cela fait, avec du contraste Leviathan Blue, je vais assombrir la face verte du bouclier. Avec la même teinte, je nuance la cape de l'autre squelette pendant que l'oil est encore un petit peu frais, pour faciliter la liaison entre les deux. Avec de l'Agrax Earth Shade, je vais foncer un peu le cul. Les godasses de celui-ci, le manche de son arme et même traitement pour le manche de la lance. Une fois que la cape en Rotting Flèche est sèche, je vais appliquer le premier lavis Recland Flèche Shade.
J'applique la même teinte sur les parties charnues. J'agis de la même manière sur l'autre figurine. Retour à la Grex Earthshade pour donner un côté sale au textile. Quelques touches par-ci, par-là. Avec du Lavi Azurman Blue déposé sur la palette et un petit peu dilué, je vais accentuer le côté famélique du squelette à la cape en venant foncer ses orbites. J'en dépose aussi un peu dans les creux des doigts. Pour la cape effilochée de son compère, je nuance en tapotant avec la même couleur. Avec du Bolgun Metal, je vais appliquer la première teinte métallique à ses pitous, sur la lame de la hache, sur le casque, le revers du bouclier et la lame de la lance. Je prends ensuite un peu de Dark Flesh que je dilue sur la palette pour obtenir un lavis. Cela servira de première teinte pour un aspect métallique bien rouillé. Je teste toujours sur mon pouce la transparence de la peinture. Et je l'applique sur toutes les parties précédemment peintes en Bolgun Metal. Entre-temps, je repasse sur du Bleach Bone pour réaliser un brossage à sec. Régulièrement, je recharge le pinceau légèrement rapidement et je décharge sur les empreintes de mon pouce. J'accomplis ce processus par petites touches successives, en accentuant toujours là où la lumière est censée le plus se réfléchir. Avec du Cavalid Green déposé également sur le sopalin, même technique, mais cette fois-ci appliqué aux faciès du bouclier. Avec une petite pointe de Bleach Bone, à nouveau je vais éclaircir les mèches de cheveux filasses du squelette au haillon.
Je viens aussi repeindre cette petite manchette. Pendant que la peinture est encore fraîche, je vais peindre aussi les petites cornes du casque. Avec du Blazing Orange dilué, je vais accentuer la rouille en insistant plus dans les creux des sculptures. En attendant, je vais raviver un peu de vert se trouvant sur ma palette humide pour ajouter quelques nuances moisies à la peau. Vraiment très léger, presque aussi clair qu'une eau de rinçage. Je viens assombrir quelques creux. Avec un peu de Lavi Reclan Fresh Shade, je vais nuancer un peu plus la cape et le maillot du squelette casqué. Cela va également me permettre d'unifier le tout. J'en profite pour mettre une petite couche sur les cornes du casque. Avec un peu d'oil, pendant que les lavis sont encore frais, je vais assombrir un peu plus, surtout entre les creux de la figurine. Je force également les ombres sur le crâne pour accentuer les contrastes et je fonce également le cuir, la sangle du bouclier et les godasses. Je marque également les ombres du brassard de l'autre figurine et ses mèches de cheveux. Avec du Sybarit Green, je vais faire un deuxième brossage à sec sur le bouclier. Quand toutes ces étapes sont bien sèches, je reprends le ball gun métal pour rebrosser toutes les parties métalliques qui ont été rouillées. Je vais ensuite mélanger sur mon sopalin du Sybarit Green avec du Rotten Flesh à part égale. Cela va me servir à éclaircir davantage le bouclier. Avec le même mélange, je vais rebrosser les reliefs les plus proéminents de la cape. J'applique dans le frais un dernier brossage avec du Rotten Flesh pur sur les extrémités. Je profite de la peinture qu'il reste sur mon pinceau pour brosser aussi les bandages de la lance et le maillot. Ensuite, avec ce pinceau brosse bien usé et du Rotten Flesh, à nouveau, je vais piqueter par endroits la cape pour lui donner un aspect encore plus élimé. Je choisis ensuite du Bleach Bone pour peindre les crocs du visage du bouclier. Je peins de la même couleur les yeux.
je vais éclaircir aussi par de petites notes les points de lumière du crâne. Arcade, fosse nasale, dents. En diluant un peu de la même couleur, je vais éclaircir la lèvre du bouclier. Sur l'autre squelette, je vais marquer l'œil avec beaucoup de minutie en débordant dans les orbites. Quelques petits points de lumière sur les dents. Avec du oil, je vais refoncer un peu ces mèches de cheveux et assombrir davantage les bandages de la lance. Je prends ensuite un bon vieux crayon de papier, taillé finement mais pas trop pointu. Je vais m'en servir pour user le métal des figurines. Avec la mine, je vais marquer les arêtes des armes. Ensuite, avec un vieux lavis bas à raid, je vais rajouter quelques touches de couleurs contrastantes. Ici sur la manchette, et je vais donner au squelette un regard à la fois lumineux et effrayant. Alors, remplir les orbites d'une figurine avec une couleur très claire lorsque vous peignez l'œil, ça donnera au regard, lors du dépôt d'un lavis adéquat, un côté luminescent. Je fais pareil sur les yeux et la lèvre du bouclier. Avec un peu de séraphine sépia, je vais également dans la foulée appliquer un premier lavis sur les crocs. Reprise du Kohlia Green Shade pour reverdir un peu la lèvre du bouclier. Ensuite, avec de l'oil, je vais accentuer quelques onds autour de la lèvre, des crocs et des narines. Une dernière note pour faire ressortir la dentition du crâne et ses orbites. Je vais diluer un peu de Necron Abyss sur ma palette et je prends un pinceau fin avec la pointe plutôt arrondie. Mise en apnée va marquer les iris des yeux du bouclier. Et voici ce duo de squelettes terminé. Il est temps de s'attaquer à la dernière figurine de cette troupe. Après la Banshee, les deux squelettes, le zombie. Première teinte utilisée du Nurgling Green. J'adore aussi cette couleur. Entre le vert, le gris, le jaune, on dirait un avocat un peu pourri. C'est terrible. Armé du pinceau de base sur tout le manteau. On répète le processus une deuxième fois pour une couche bien uniforme, je l'ai fait hors cam. Avec du Gloss Blaster Green légèrement étiré sur la palette, je vais donner la première teinte à la chair nécrosée.
Comme pour le manteau, 2 couches fines, bien uniformes. Quand tout est bien sec, on va pouvoir appliquer quelques ombres. La première avec du Atonian Camo Shade, qu'on va appliquer généreusement de partout sur la chair. Pendant que cette couche est fraîche, je mélange sur ma palette la même teinte avec du Lavi Azure Man Blue, à peu près à part égale. Je vais nuancer les zones les plus sombres et texturer ce premier ombrage. Mettre ensuite à profit le temps de séchage de cette ombre en prenant une zone qui ne rentre pas en contact, la lame. On part sur du basique, ball gun métal. Avec à nouveau du Gloss Blast Green légèrement dilué, je vais rehausser la teinte de base de la chair, me concentrant sur les parties les plus exposées de la lumière et de manière un peu aléatoire. Ce n'est pas grave si c'est pas très précis. Pendant que cela sèche, avec du Codex Grey étiré sur la palette, je vais donner la première teinte au pagne. Je me sers de la même couleur pour peindre quelques bandages et la barbe de ce zombie. Ensuite, avec du Rotting Flesh, que je mélange au Gloss Blast Green sur la palette, muni d'un bon pinceau à détail, je vais dans le frais éclaircir un peu cette chair pourrie en tapotant légèrement les points d'accroche de lumière.
À la suite de ceci, je prends du Dark Flesh que je viens fortement diluer sur la palette humide pour obtenir un lavis. Cela me servira de première teinte pour rouiller la lame à nouveau. Juste après, avec des pigments rouille plus clairs, alors ici de la marque MIG, je vous mets également un lien en bas de la vidéo. Alors je précise, il n'y a aucun sponsor, c'est juste pour vous mettre des liens vers le matos que j'utilise, ça peut vous aider. Je vais, avec le pinceau humidifié du précédent lavis, prendre un peu de pigment à même le pot et finir le mêler sur la lame en insistant là où la rouille se dépose le plus naturellement. J'y vais généreusement avec le pigment en pigment. Au-delà de la teinte, c'est la texture qui m'intéresse. Ça va reproduire l'effet de la rouille, la très vieille rouille en fait, qui ronge le métal dans les aspérités en fait, ce qu'on peut voir sur les vieux bâtiments, ce genre de choses. Par contre, prenez un vieux pinceau parce que le pigment, ça a tendance à plus jamais partir. Avec mon doigt, au feeling, je vais retirer plus ou moins lavis et pigment pour accentuer l'effet d'usure. Quand toutes ces étapes sont terminées, je vais uniformiser la peau en la fonçant un peu. Pour cela, je me sers d'un lavis de la gamme Secret Weapon Brushes, la teinte Algae pour être précis. Alors j'ai un coffret, toutes ces peintures. Celle-ci là. Honnêtement, depuis belle lurette. C'est des teintes assez intéressantes, mais qui sont très peu chargées en pigment, donc très liquides. Moi, je m'en sers quasiment que pour diluer mes peintures de base. Ensuite, avec du Séraphim Sépia, je vais toujours dans le frais, ponctuer ça et là en me focalisant sur les ombres. Pour finir cet ombrage, encore un peu de Dark Flesh déposé sur la palette et étiré pour donner une petite teinte plus chaude, plus infectieuse sur la tentacule, le visage et les viscères qui va contraster avec la peau livide de ce zombie. Pour raviver les zones les plus claires de la peau, je vais remélanger du Gloss Blaster Green avec du Rotting Flesh sur la palette. Le but étant de marquer les zones les plus fortement mises en lumière, surligner les arêtes, marquer les bubons, les os saillants, etc.
Avec l'indispensable Lavis Seraphim Sepia, je vais donner le premier ombrage à ce manteau de manière uniforme. Avec un Lavis plus foncé, du Agrax Earthshade, je vais insister dans les creux les plus profonds pour davantage contraster les ombres et le bas du menton et des manches, censé également être plus sale. Ensuite, avec de l'oil, je vais foncer la barbe, les bandages et le pagne. Pour continuer, avec du Nurgling Green, je vais brosser légèrement le manteau pour marquer les arêtes. Je répète la même chose avec du Rotting Flesh sur les arêtes les plus saillantes. Je brosse également la même couleur sur le visage. A la suite de cela, avec du Skull White, un peu dilué sur la palette, muni d'un pinceau à détail, je vais peindre joyeusement tous les asticots qui se baladent sur la figurine. J'en profite aussi pour marquer les yeux en remplissant bien les orbites. Je rajoute après une petite pointe de Nurgling Green au blanc déjà présent sur la palette pour obtenir un blanc bien sale et malade qui va me servir à marquer les dents du zombie. Ensuite, avec un peu d'aile flèche, je vais raviver sur la palette le mélange m'ayant servi pour les dents. Je vais peindre avec cette couleur la langue, les lèvres, les anneaux de la tentacule et raviver quelques viscères. Je vais assombrir une nouvelle fois toutes les parties peintes avec la couche de base Codex Grey avec de l'oil, la barbe, les bandages et le pagne. A la suite de cela, avec du Chaos Black, je vais repeindre entièrement l'envers du bouclier. Pour peindre le manche de la lame et la lanière du bouclier, je choisis une couche de base du Snakebit Lizard.
Pour finir avec cette couleur, je vais la mélanger à une teinte plus claire et encore fraîche sur la palette pour obtenir une couleur hausse, unique, et peindre avec le sabot de cette figurine. Ensuite, avec du Bleached Bone, je vais appliquer une première couche sur le visage du bouclier. Quelques petits traits de la même couleur sur le sabot en me servant de la peinture restante sur le pinceau avant de la rincer. Et on va laisser sécher bien tout ça. Avec un vieux lavis, du Track à Green, que je dépose sur la palette pour le diluer à peine, je vais assombrir chaque asticot en débordant un peu pour créer une auréole sur le manteau. Cela va créer un contraste et elles ressortiront de plus belle. Puis avec un lavis de la même époque, du Baal Red, traité de la même manière, je viens remplir les orbites précédemment peintes en blanc ainsi que l'intérieur de la bouche. Je vais également reteindre le tentacule entièrement. Je vais me servir ensuite de contraste Blackberry Flesh, prélever à même le capuchon du pot pour marquer les asticots une nouvelle fois et leur donner un aspect un peu sointant. Retour au lavis vintage avec de l'Azure Man Blue pour bien marquer en contrastant les orbites, donner un regard froid, malade, pernicieux. Je vais aussi assombrir le creux des anneaux et les ombres de la tentacule pour apporter plus de contraste. Pour ombrer le manche de l'arme et la lanière en cuir du bouclier, je vais prendre de l'Agrax Earthshade. Avec du Reclam Flesh Shade, dans le frais du lavis précédent, je viens apporter quelques nuances. Pour terminer cette séance d'ombrage, je vais mettre une couche généreuse de Blackberry Flesh sur tout le visage du bouclier. Pendant que cette couche sèche, avec du Track à Green, je viens nuancer ce visage en insistant dans les creux. De l'oil va ensuite me servir pour assombrir une dernière fois la lanière en cuir, ainsi que le manche en bois de la lame rouillée. Avant d'en finir avec cette teinte, je vais forcer une nouvelle fois les ombrages du visage. On va tranquillement laisser sécher ces nombreux lavis.
Pendant ce temps, je peux faire un petit brossage à sec avec du ball gum métal sur la lame. On commence à approcher de la fin, quelques petits détails. Quand tout cela est bien sec, avec une pointe de KO Black déposée sur la palette, on va faire une petite manucure à ce zombie. Avec ensuite une pointe de balle raide, je vais colorer quelque peu la lèvre du bouclier, puis rehausser l'angle de la figurine et les orbites. Ensuite, avec du Bleached Bone, je m'apprête à faire ressortir tous les détails de la sculpture avec un brossage. Avec du Seraphim Sépia, je viens ombrer les creux les plus profonds du manteau pour apporter une dernière touche contrastée ainsi que quelques ombres sur le bouclier. Retour sur celui-ci quand il est sec. Avec du Bleached Bone, je vais brosser délicatement les reliefs de la sculpture. Avec du White Skull, je vais repeindre les crocs ainsi que les yeux. Sur la palette, je mélange à part égale du Leviathan Purple et du Atonian Camo Shade, que je vais appliquer dans les creux les plus prononcés de la lèvre. J'applique également le mélange sur le blanc de l'œil. Ensuite, avec une pointe de ball gun métal, je vais peindre les rivets du bouclier. Avec un peu de balle raide, je vais rendre le regard de ce bouclier plus vivant. L'iris de l'œil sera réalisé simplement au KO Black. Alors lorsque vous faites des regards de gros monstres, sentez-vous pas obligé de faire les iris et les pupilles ronds. Laissez libre cours à votre imagination. Ici, je vais faire une pupille un peu plus allongée pour rappeler des batraciens. Me servant du Seraphim Sépia, je vais déposer une légère couche de rouge sur les rivets et une légère couche de tartre sur les crocs. Une pupille Blood Red posée en apnée pour parachever le bouclier. Je dilue le rouge se trouvant sur la palette pour obtenir un lavis que je vais passer sur les verrues. Je passe également un petit coup rapide sur la lèvre. Un dernier lavis Agrax Earthshade pour marquer davantage le tartre et l'ombre des narines. Figurine terminée. Allez, maintenant que les figurines sont peintes, on va pouvoir s'attaquer du coup à la mise en couleur des socles et à leur décoration. Vous pourrez le voir, j'ai sorti pour l'occasion une vieille palette qui a fait la guerre. C'est toujours utile pour faire la peinture sur socle.
Avec du Codex Grey et un pinceau de base, je vais peindre tous les gros cailloux. Pour faire le sol en lui-même, je vais partir sur un marron tout ce qu'il y a de plus basique. Ici, c'est la teinte Earth de la gamme Flames of War. J'en dépose généreusement sur la palette et je prends un pinceau un peu pourri, pas besoin d'un Games ou d'un Kolinsky pour peindre du sable. Alors j'ai plusieurs teintes naturelles de cette gamme, je m'en sers exclusivement pour peindre les socles. Honnêtement, je ne sais pas si on la trouve encore de nos jours. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très chargée en pigments, donc c'est cool pour peindre du sale, parce que ça pose en même temps une couche qui va le protéger, comme une gangue protectrice. Et elle tient bien dans le temps, parce que ça fait très longtemps que je les ai, elles n'ont pas bougé. Une fois que les couches de base sont sèches, je vais faire un premier brossage avec un pinceau taille médium de chez Games qui a déjà du vécu. Alors ouais, le brossage, déjà que c'est une technique qui défonce les pinceaux. Brosser du sable, qui est très abrasif pour des petits poils comme ça. Prenez pas votre pinceau le plus cher pour brosser du sable. Le socle va recevoir du kaki de chez Flames of War. Le bois du bouclier à moitié enterré du socle et la flèche vont recevoir la même teinte. Avec une bonne couche d'oil, je vais assombrir les gros cailloux. Le sol va se voir administrer une encre. Une vieille encre de chez Games du Ink Brown. L'encre, en fait, elle va apporter une finition mouillée un peu au socle, humide, qui va rappeler la boue, et c'est parfait, c'est ce que je veux réaliser en fait dans ces figurines. Une bonne couche bien uniforme sans lésiner, appliquée toujours avec un vieux pinceau. Une fois que c'est bien sec, je vais faire un brossage léger de la couleur de base sur le sol. Le bouclier et la flèche du socle de la Banshee vont recevoir un lavis Seraphim Sepia. Avec du kaki, je vais faire un léger brossage sur le sol pour créer un contraste léger. Les cailloux vont être éclaircis avec du Codex Grey à l'aide d'un brossage léger. Pour accentuer un peu la rouille sur le bouclier, je dilue un peu de Dark Flesh sur ma palette avant de l'appliquer sur la ferraille. Par souci du détail, je termine avec une touche de Blazing Orange par-ci par-là.
Pour apporter plus de relief au caillou, je mélange un peu de blanc au Codex Grey déjà sur ma palette pour faire un petit brossage en me concentrant sur les arêtes. Un peu d'Agraxer Shade sur le bouclier pour faire ressortir les rainures du bois et la flèche, et une toute petite pointe de Blood Red sur l'empennage. Pour contraster cet empennage, je vais l'ombrer avec du Traca Green. J'apporte aussi quelques petites touches au bois pour donner un aspect dépôt de mousse. Un très léger brossage de Ball Gun Metal sur le cercle en métal du bouclier. La touche finale va être apportée en repeignant les côtés des socles en noir. Et on a enfin terminé intégralement la peinture de cette troupe de morts-vivants. On va terminer par l'ajout d'un petit peu de végétation. Morte, bien sûr, la végétation. Pour ajouter des petites touches d'herbe statique, j'utilise de la colle à bois. J'en dépose sur ma palette pourrie et avec un vieux pinceau, je vais déposer des points de colle de manière plus ou moins aléatoire sur les socles. Pour la végétation, je prends de l'herbe statique effet herbe sèche. J'en mets dans une coupelle et avec une pince, je saisis une touffe d'herbe que j'applique sur les points de colle et je tapote doucement pour enlever l'excédent. J'ajoute avec parcimonie des touffes d'herbe plus hautes pour plus de réalisme. Pour être honnête, je ne sais plus de quelle marque il s'agit. Je vais simplement les coller avec un point de muffe. Et voici nos 4 figurines montées, peintes, soclées. Alors les remerciements, je ne les ai pas écrits, mais j'ai fait exprès pour que ce soit le plus naturel possible. Et pour être honnête, c'est une vidéo qui a commencé à naître dans mon esprit pendant le premier confinement. Comme tout le monde, on s'est retrouvé bloqué à la maison et je me suis souvenu d'une passion de jeunesse très chronophage, le modélisme. J'ai racheté des figurines et je me suis dit tiens, pourquoi pas y filmer et faire des vidéos YouTube, parce que je passais mes journées sur YouTube à mater des vidéos, des tutos, des trucs comme ça. J'ai commencé à en parler autour de moi. Ça a fait boule de neige et il y a plusieurs esprits qui ont voulu joindre leur talent créatif en fait à ce que je voulais faire. Donc les remerciements à proprement parler. Mon petit cousin Julien, qui sait tout faire avec du bois et qui m'a fabriqué des modules sur mesure pour me faire un établi trop classe. Vous aurez l'occasion de le voir dans futures vidéos. Je vais remercier aussi Clem, VJ Buffour, graphiste, qui m'a fait toutes les petites animations que vous avez pu voir, les cutscenes, les enchaînements de la petite vidéo. Grand merci également à mon bro Thomas, The Architect, qui m'a fait toutes les musiques, toutes les ambiances sonores de cette vidéo. C'est grâce à lui en fait que cette chaîne a cette identité un peu palpable, j'espère. Et surtout, celui sans qui je pense que cette vidéo serait jamais née, Thibaut, qui m'a soutenu pendant tous ces mois, ce projet, motivé, parce que vous imaginez difficilement le travail qu'il y a derrière. Je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur.
Sans lui, clairement, j'aurais pas fait tout ça. Et c'est lui qui monte également mes vidéos. Donc pour ça, un grand merci. Il y aura des liens pour tous ses talents en commentaire de la vidéo si vous voulez leur apporter du soutien et un petit peu d'encouragement. Et je vous remercie de m'avoir suivi. Il y en aura une deuxième bientôt, peut-être dans un autre délire. Et puis bienvenue dans Alone in the Warp.